Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui. Alors, on va parler de digital aujourd'hui. Vous êtes tous, ou presque tous, des internautes. Vous surfez depuis plus de 20 ans. Et pourtant, il vous est déjà arrivé sur un site marchand, lorsque vous vouliez acheter un vêtement, d'avoir des irritants, des irritations, un tunnel de conversion qui n'était pas fluide. Et pourtant, vous avez le choix. Vous pouvez renoncer à ce vêtement, ou vous pouvez aller à la concurrence qui est à un clic de souris. Donc face à ces irritants, on a des solutions dans le privé, et on va se poser la question maintenant du public finalement. Que fait-on quand on a une obligation d'accès à des services publics, qu'on n'y arrive pas, qu'on tourne en rond, et on a aussi tous vécu cette problématique. Que fait-on ? Et le sujet de cette table ronde, c'est l'égalité du service public au prisme de la crise. On se posera donc deux questions. Première question, est-on tous égaux face aux services publics qui se digitalisent ? Première question. Et deuxième question, quel est l'impact de la crise sanitaire sur l'égalité face aux services publics ? Alors, je suis ravie de présenter des intervenants. Alors, nous avons des intervenants qui sont absolument passionnants. J'aimerais d'abord présenter Perrine Brodkorn. Perrine, qui est sociologue à l'Université catholique de Louvain, qui est en visio, qui travaille en termes de recherche sur les usages des technologies numériques dans l'éducation de la formation, qui travaille sur l'exclusion sociale, l'inclusion numérique, et qui a réalisé de nombreux articles, de nombreux chapitres et de nombreux rapports à la demande d'institutions publiques belges. Donc bonjour Perrine. Nous avons également Jean Dédier. Alors Jean Dédier est entrepreneur social depuis plus de 13 ans. Il est engagé dans le mouvement Emmaüs. Il a créé Emmaüs, ou il préside, Emmaüs Défi, et il a créé, si je ne me trompe pas, Emmaüs Connect en 2013, donc une association qui vient en aide aux personnes qui sont en exclusion numérique. Et vous avez créé en 2016, j'aime beaucoup le sigle, We Take Care, Tech, T-E-C-H, qui va aider à l'autonomie numérique tant en Belgique qu'en France. Et puis, j'ai à mes côtés monsieur Yannick Giraud, qui est directeur de Cap Numérique, à la Direction générale des finances publiques du ministère des Finances. Alors, vous êtes spécialisé dans le design des services numériques. Vous avez pris en charge la dématérialisation de tout ce qui est dossier fiscal, de tout ce qui est impôt, qui est une dématérialisation très réussie. C'est vrai qu'on a une forme de fluidité. Donc, on est évidemment très, très content d'écouter votre retour d'expérience. Je me présente rapidement. Je suis Régine Van Ems. Je suis professeure des universités à l'Université de Lyon 3. Moi, je suis dans le secteur privé, en ce sens que je mène des recherches sur le comportement des consommateurs face au digital, face au multicanal et face à l'omnicanal, et les solutions pour améliorer finalement les expériences de ces consommateurs face aux outils digitaux. Alors, juste pour vous signaler que pendant cette heure de table ronde, vous aurez un quiz en milieu de table ronde, et vous aurez aussi la possibilité de poser des questions à la fin de cette table ronde. Alors, on a envie de commencer par une petite vidéo, puis on demandera effectivement aux différents participants ce que cette vidéo leur inspire. Alors, ce que disent les usagers. Je compare avec d'autres personnes. Je me sens ni privilégié, ni banni du service public. Franchement, je ne sais pas quoi répondre à la question là. Non. Je pense peut-être que ça doit être difficile pour des personnes qui ont des handicaps. Donc, bon, je sais qu'on fait un maximum pour qu'ils puissent accéder lorsqu'ils sont en chaise roulante. Ou bien maintenant, il y a des trucs en braille pour des aveugles. Il y a des progrès qui sont faits. Mais je pense que pour eux, ça doit être encore plus difficile quand on leur dit si téléphone, on ne sait pas qu'il est aveugle, qu'on leur dit allez sur Internet, il n'y a pas forcément des logiciels d'accompagnement pour les aveugles sur Internet. Ça existe, mais il n'y en a pas toujours. Je pense que c'est important d'avoir un accompagnement. J'ai eu affaire récemment au service des impôts et j'ai eu la chance d'avoir un contact en province, une petite ville de province. Le contact a été relativement facile, donc là ça m'a bien aidé parce que c'était quelque chose d'assez pointu. Et par Internet, je ne crois pas que j'aurais pu avoir des réponses. Donc là au téléphone, ça s'est plutôt bien passé. Ouais.
Ça dépend si c'est plutôt bien fait sur Internet. Par exemple, j'essaye de demander la carte pro soignant à domicile pour pouvoir me garer et le site est juste mais imbuvable. Donc je pense que je vais finir par me déplacer à une mairie parce que sinon c'est juste insupportable, on perd 2 heures pour rien quoi. C'est fait par des administratifs pour des administratifs mais pas pour la population. Bien, alors on a envie de savoir ce que vous inspire cette vidéo. Alors Perrine, comment vous réagiriez face à cette vidéo ? Donc je réagirais en disant que vous avez bien sélectionné les extraits parce qu'en fait finalement les deux intervenants dans la vidéo soulignent les deux choses importantes je pense dans les questions d'accessibilité, d'accès aux services publics. Un accompagnement humain qui reste présent, donc de proximité. Hein. Le premier intervenant souligne cela, qu'il a eu des réponses aussi parce qu'il a pu avoir au moins quelqu'un en ligne. Et la deuxième intervenante souligne le côté plus technique de la médiation numérique, l'importance aussi de la facilité d'utilisation de la technologie. Et donc, ça, c'est un deuxième enjeu sur lequel j'ai particulièrement travaillé ces dernières années. La responsabilité des fournisseurs de services à créer des services digitaux qui soient facilement utilisables. Voilà. Voilà ma réaction en 2 mots. Merci beaucoup, Perrine. Yannick Giraud, quelle est votre réaction face à cette vidéo ? Je la trouve intéressante parce qu'on a effectivement des réactions d'usagers qui nous parlent beaucoup côté finances publiques, entre des usagers qui peut-être veulent du digital, c'était plutôt la seconde intervenante, mais il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit sécure et qu'on comprenne tout. Donc une exigence de toujours délivrer peut-être plus de services dans la voie digitale. Et puis des usagers qui nous rappellent à notre devoir de service public et de bienveillance pour tous, et qui nous disent là, oui peut-être, mais on souhaiterait tout de même garder ce contact humain, garder cette accessibilité. Et j'entends notamment ce qui a été dit par rapport aux personnes qui ont un handicap. Il était cité notamment le handicap visuel, mais il en est d'autres. Et c'est sûrement une voie de modestie et d'enseignement pour nous. Merci beaucoup. Jean Dédier, que vous évoque cette vidéo. Pareil, la vidéo est très intéressante et moi, ce qui me marque, c'est le peu de perception de la valeur de la dématérialisation de ces services. Ce qui singularise un service public dématérialisé versus peut-être d'autres services innovants, c'est que le service, il existait déjà. Et que quelque part, on est dans une substitution, beaucoup plus que dans un premier temps, en tout cas pour les usagers, que dans la création d'innovation, même si évidemment on peut faire ça depuis chez soi ou, et à l'heure que l'on souhaite sans contrainte d'horaire de guichet. Mais voilà, moi ce que je retiens, c'est perception de la valeur, en quoi cette dématérialisation va me rendre service. Et la première personne a dit « je n'ai pas l'impression d'être un privilégié », ça m'a marqué. Et la deuxième personne a dit « oulala, il y a des complexités nouvelles, finalement, est-ce que c'était pas mieux avant ?» Voilà ce que je retiens. Merci. Alors moi, je vais faire le parallèle avec le privé. Effectivement, on parle de mise au travail du consommateur et les banques ont été les premières à mettre au travail les consommateurs en leur disant « ne venez pas au guichet pour faire vos virements bancaires, vous pouvez les faire chez vous tranquillement ». Donc on mettait en ce sens au travail les consommateurs et on libérait les guichets. On a l'impression que c'est le même mouvement. Aujourd'hui, on a un indicateur qui est utilisé, c'est les CES. Alors on utilise en marketing beaucoup de jargon anglophone. Customer Effort Score, c'est le taux d'effort du consommateur qui reste encore très élevé et on demande aux consommateurs ou aux citoyens quel niveau d'effort auriez-vous besoin de déployer pour que votre demande soit traitée de 1 à 5 et on voit qu'aujourd'hui on a encore des taux d'effort qui sont extrêmement élevés. Parallèlement, on voit aussi quelque chose qui apparaît dans le monde privé, c'est une forme de saturation du digital. À force de passer des heures sur des écrans froids et sans âme, le citoyen recherche autre chose, et je pense que c'est encore plus vrai, effectivement, dans les administrations. Et il y a très clairement l'humain qui revient au centre de la scène, une importance de l'humanité, évidemment plus dans les situations complexes, mais l'humain est un élément clé dans un parcours que j'aime qualifier d'omnicanal. Alors justement, première grande thématique, on a eu un service public qui est devenu multicanal.
C'est-à-dire, si on refait l'histoire, hein, il y a très longtemps, il y avait une présence dans les guichets. Finalement, vous vouliez faire une carte d'identité, un permis de conduire, une carte grise, vous alliez dans des guichets. Très bien. Puis, il y a eu une forme de dématérialisation et une volonté de dématérialisation extrêmement rapide, qu'a remis en cause la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes a remis en cause une dématérialisation extrêmement rapide. Et donc, suite à cette remise en cause, on a créé les maisons France Service, à moins de 30 minutes de chez soi. En tout cas, c'est un projet avec un guichet one-stop shop où on va avoir plusieurs services qui vont être réunis au même endroit et on aura quelqu'un qui va accompagner la personne. Donc, en fait, on a là ce qu'on appelle du multicanal, finalement, dans notre jargon, plusieurs canaux, chaque canal desservant un segment, entre guillemets, de citoyens différents ou desservant des situations différentes, peut-être plus complexes. Alors, justement, j'avais cette question. Quel est, selon vous, les enjeux de la multicanalité? En quoi la proposition de plusieurs canaux est-elle importante? On va peut-être commencer par Yannick Giraud. Du côté des finances publiques, en France, certes, on a connu une évolution, c'était rappelé tout à l'heure, très forte de la dématérialisation des procédures. On a eu énormément d'offres de services qui ont été adressées en ligne, mais nous sommes restés une administration territorialement présente et accessible. Les guichets sont ouverts, même si dans la crise récente dont on reparlera tout à l'heure, nous avons mis en avant bien davantage l'offre d'accueil sur rendez-vous, nous restons une administration physiquement accessible. Donc le projet qui est aujourd'hui porté, par exemple, des espaces France Service, nous rejoint totalement. Et c'était dit encore, voici hier, lors d'une présentation que faisait notre ministre à un certain nombre d'élus locaux de notre relocalisation de services dans les territoires. Nous sommes présents à peu près dans 2000 lieux de service. À terme de ces évolutions, nous serons à 3000. Donc ça veut dire que la présence physique dans les territoires reste une dominante très forte, sans venir en contradiction avec la poursuite active et volontariste de la dématérialisation des procédures, avec des offres digitales enrichies, mais qui elles-mêmes présentent un continuum. C'est peut-être là où on a à réfléchir. Est-ce qu'on retrouve les mêmes valeurs, les mêmes couleurs, en quelque sorte, du service public lorsqu'on va le contacter physiquement, lorsqu'on est à distance dans un canal froid, vous le rappeliez à l'instant sur Internet, ou lorsque j'essaye par la voie téléphonique d'avoir un conseiller. Il y a toute une réflexion ici sur cette continuité de parcours. Est-ce que nous y sommes arrivés? Peut-être pas certains. J'observe pour la partie dont j'ai la responsabilité sur l'offre numérique, où finalement une offre numérique sur un site Internet n'est pas tout à fait la même que celle qu'on est capable d'adresser par des solutions mobiles. Si je prends le site impôts.gouv, effectivement, l'étendue et la diversité des modes d'accès et de circulation sur le site se trouvent être bien différentes lorsque je suis sur l'application smartphone. Et pourtant, je suis toujours le même usager. Donc, quelle compréhension et comment faire focuser, se retrouver cette expérience utilisateur en dépit de la diversité et heureusement des modalités de contact. Merci beaucoup. Jean Dédier, quelle est votre réaction par rapport au multicanal, la proposition de plusieurs canaux? A priori, on est forcément emballé par du multicanal, c'est-à-dire de dire donner la capacité à des gens de pouvoir interagir en tout lieu, en tout temps, pour autant qu'on ne soit pas dans des zones blanches. Ça sonne comme une évidence. Donc voilà. Après, comme toujours, le diable est dans les détails. Et effectivement, pour moi, il y a plusieurs enjeux, mais je vais en évoquer l'essentiel de mon point de vue. Premier, ça pose le sujet que l'on connaît d'inclusion numérique, c'est-à-dire comment effectivement est-ce qu'on fait un mix de parcours client, pour parler un peu savant, pour tous ces citoyens français, et qu'il y ait des parcours pour tous, avec le risque, c'est qu'en fait, il y a une espèce de substitution trop forte du canal numérique versus les autres canaux, parce que si effectivement les administrations restent présentes physiquement, on y accède de plus en plus par des rendez-vous en ligne. Voilà, et on a vu d'ailleurs dans les premiers temps de la dématérialisation, en fait, des choses qui étaient assez intéressantes. C'est-à-dire qu'on a ouvert un nouveau canal,
mais en fait, ça a généré de l'afflux supplémentaire sur les canaux existants, les canaux finis. Donc, on voit bien que le déploiement de tout ça est quelque chose de délicat et qu'il y a un enjeu, on va dire, premier, qu'est de se dire, dans une république française, démocratique, voilà, où on a des enjeux, évidemment, voilà, d'accès universel à nos droits, c'est attention à intégrer des parcours qui puissent être accessibles à tous les Français. Donc ça, c'est le premier niveau de risque. Le deuxième niveau de risque, c'est peut-être que, évidemment, il y a derrière cette dématérialisation des enjeux d'économie évidents et absolument nécessaires, probablement, mais qu'un projet de digitalisation purement d'économie pourrait lui manquer effectivement une perception de valeur et une envie, du coup, chez l'utilisateur. Et c'est ce qui était dit dans le témoignage précédent, c'est voilà, comment est-ce que du coup, on crée de la valeur, de la nouvelle valeur dans les interactions physiques qu'on va pouvoir avoir avec des gens du coup duquel on aura dégagé du temps et qui vont pouvoir amener peut-être une plus grande expertise ou peut-être plus de temps avec les personnes qui ont besoin d'interaction. Voilà, donc en gros, c'est comment est-ce qu'on crée de la valeur. Et la deuxième chose, c'est effectivement, c'est au-delà de faire ce qu'on pouvait faire avant, le digital permet probablement de faire mieux, de créer de nouveaux services, de créer du lien personnalisé. Et c'est vrai qu'on est en attente, effectivement, et c'est en train d'arriver. Mais alors là, pour des publics plus autonomes, voilà, de voir toute la puissance du numérique se mettre au service de la personnalisation, voilà, et d'un lien privilégié qu'on peut avoir en ligne avec une administration ou un service public. Voilà. Merci beaucoup. Alors effectivement, moi j'ai mené des études justement sur la même problématique, c'est les vendeurs. Comment réinventer le métier de vendeur? Donc, quand on se déplace en magasin, ces interactions physiques, donc on voit des problématiques qui sont extrêmement proches et des métiers qui sont complètement à réinventer vers un accompagnement extrêmement différent. Et on va peut-être même changer de terme, de terminologie. Les vendeurs s'appelleront probablement plus des vendeurs face à ce qu'on appelle l'omnicanal. Alors certains disent finalement le digital, ça sera pour aller plus vite, l'humain pour aller plus loin. Donc la nécessité de fluidifier les parcours online et la nécessité de prendre soin finalement quand il y a déplacement physique. Si le consommateur, le citoyen fait l'effort de se déplacer, comment prendre soin de cette personne? Et puis on pourrait se poser aussi la question de l'omnicanalité qui se dit on a une multiplication des points de contact entre l'usager et l'administration. Donc on va laisser du choix à l'usager, mais ensuite, effectivement, comment orchestrer ces points de contact pour que le parcours soit le plus simple possible. On a tous vécu cette notion de balle de ping-pong où on est renvoyé, que ce soit dans le public ou le privé, d'un point de contact à un autre et on ne le supporte plus parce qu'on a l'impression de ne pas être efficace. Donc ça nous renvoie une image extrêmement négative de nous-mêmes. On a tous eu des sentiments où on n'arrivait pas à gérer la situation. Et ça, c'est compliqué, y compris quand on utilise le digital tous les jours. Alors justement, on va passer à une autre thématique et je vais poser aussi la question effectivement à Perrine. La crise sanitaire et l'accès aux services publics, est-ce qu'on est vers un retour d'un tout numérique contraint? Perrine Brodkorn, qu'est-ce que vous diriez? Alors, oui, avant de réagir à ça, je me demandais pourquoi vous posiez la question, excusez-moi, je vous renvoie d'abord une question, pourquoi vers un retour est-ce qu'on l'a été un jour vers le numérique contraint? Bon, voilà, je pense que c'est la première fois. Je pense justement qu'avec la crise sanitaire qu'il y a eu il y a quelques mois et qui se prolonge, il y avait déjà évidemment en germe cette transformation numérique, la dématérialisation de tous les services, notamment publics, surtout en France. En Belgique, la situation est quand même un peu différente, où le numérique devient progressivement, quand même pour à la plupart des endroits, le canal souvent unique pour accéder aux services. Mais la crise, justement, a accéléré, du jour au lendemain, le confinement a fait qu'on a basculé vers un tout numérique. Et donc, pour accéder
aux droits sociaux, à tout type de droits sociaux, mais à tout type de services essentiels, on ne savait plus le faire que par la voie numérique. Et donc oui, de cet ordre-là, de ce point de vue-là, il y a vraiment eu un basculement qui était en germe et qui se préparait. Mais là, du jour au lendemain, on a vu qu'avec la crise, ça s'est vraiment marqué. Et là, il y a eu quand même une grande surprise, c'est qu'on s'est rendu compte que, en fait, il y avait encore beaucoup de personnes qui étaient en difficulté avec les technologies numériques quand celles-ci n'étaient plus que la seule alternative possible. Donc oui, je pense qu'il y a eu vraiment, je ne sais pas si on veut parler de retour, mais en tout cas d'imposition d'un numérique contraint. Et donc, qu'est-ce que ça fait, cette imposition-là? C'est qu'en fait, il y a une conditionnalité supplémentaire pour accéder à ces droits. Donc, pour accéder aux droits ou aux services essentiels de la vie quotidienne, eh bien, directement, on doit savoir se connecter à Internet, mais aussi savoir l'utiliser et en tirer profit, donc, et savoir l'utiliser à bon escient. Et donc ça, c'est vraiment une conditionnalité supplémentaire qui est venue se mettre par rapport à l'accès à ces droits. Et c'est pour ça maintenant que c'est un enjeu majeur. Ce n'est plus un enjeu d'égalité juste des chances, c'est vraiment un enjeu d'égalité d'accès aux droits sociaux et aux services essentiels. C'est en ça qu'il y a eu vraiment une accélération de la problématique des inégalités numériques. Merci beaucoup. Yannick Giraud? C'est une préoccupation évidemment qui nous habite beaucoup parce que finances publiques, égalité du service public, égalité devant la charge publique. Donc, pour nous, la capacité qui est tout citoyen, tout usager, de pouvoir rejoindre le service en ligne est une préoccupation majeure. Dans un cadre légal qui, je dirais, doit être porté pour celui qui peut le supporter. Je veux dire par là, une grande entreprise, depuis des années, est contrainte par la loi de recourir à la dématérialisation du dépôt de ses déclarations de résultats, de TVA, de paiement. C'est-à-dire qu'elle peut le supporter. Déjà, quand on est sur une petite entreprise, ça peut être un peu différent. Et d'ailleurs, il était très intéressant, à l'occasion de la mise en place par le gouvernement du fonds de soutien aux entreprises lié à la crise sanitaire, de voir que pour offrir ce service de dépôt, nous avons conservé le formulaire papier, lequel n'a quasiment pas été sollicité. Mais par contre, la petite entreprise, l'auto-entrepreneur, s'est parfois trouvé piégé de se dire « mais il faut donc que je dispose d'un outil de messagerie, mais où est-ce donc ?» Ah, c'est dans votre espace professionnel. Mais où est-ce? Et là, on ne l'a pas laissé tourner en rond, on lui a dit bah, « écoutez, on va faire table rase de ces difficultés-là. Il y a urgence à vous verser, sous certaines conditions, cette somme de 1 500 € par mois pour continuer à exister en tant que petite entreprise. Eh bien, on vous propose de passer par votre messagerie personnelle en tant qu'usager particulier et non pas en tant qu'entreprise. » Et là, on est passé d'un canal à un autre, on a été suivi immédiatement. Le premier mois, celui d'avril, on a eu plus d'1,3 million de demandes. Et pareil au mois de mai, et pareil au mois de juin, ce qui veut dire qu'on a tout de suite été compris. Donc on n'a pas opposé, j'allais dire, notre diversité de parcours, des outils différents. Vous êtes une entreprise, vous êtes un particulier. Une offre pour tous. En veillant à, évidemment, rester attentif à ceux n'ayant pas accès. Et donc, avec un formulaire papier, susceptible de pouvoir être adressé par la voie postale, alors sous réserve des difficultés de distribution postale qu'on a connues à cette période, mais nous avons toujours eu à la fois une mise à jour du site et une mise à jour du formulaire papier, et encore jusqu'à aujourd'hui. Et parallèlement, nous avons considérablement renforcé notre accessibilité téléphonique. Et ça, pour moi, c'est une surprise de cette période actuelle, c'est qu'on a vu revenir en force l'outil téléphonique, non pas comme accessoire, mais comme parallèle, voire même, peut-être même comme canal premier. Et quand on dit le digital, un canal froid, oui, une relation téléphonique avec un humain, ça a de la grande valeur. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il va y avoir un quiz, donc n'hésitez pas à remplir le quiz, on le verra dans 5 minutes. Donc on va effectivement aborder la question de l'inclusion numérique. À partir du moment où tout devient numérique, il y a les enjeux liés à cette inclusion numérique. Alors Perrine Brodkorn, vous avez fait de nombreux travaux sur le sujet. Quelles sont les conséquences de l'exclusion numérique? Quels sont les enjeux de l'inclusion numérique?
Alors, comme je le disais juste auparavant, les inégalités numériques, les inégalités liées à l'accès et puis surtout les inégalités liées aux usages ne sont pas nouvelles, mais ce qui est au contraire nouveau et effectivement les conséquences sociales de ces difficultés d'accès ou de ces difficultés d'usage. Et donc l'enjeu effectivement fondamental aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu d'accéder à tous les services de la vie quotidienne. Et donc ça, c'est un enjeu fondamental et c'est ça qui a pris, c'est ça qui prend un tour nouveau, si vous voulez, avec la numérisation accrue, c'est que les conséquences sociales de ces différences d'accès et d'usage deviennent vraiment très néfastes, puisque c'est des questions d'accès aux droits, et donc ça c'est vraiment fondamental, surtout pour tout ce qui est service public. Donc un deuxième enjeu, c'est comme je le disais aussi tout à l'heure, on a souvent une image stéréotypée que ce ne sont que les publics vulnérables socio-économiquement, socio-culturellement parlant, qui ont des difficultés avec l'accès et l'usage du numérique. C'est vrai, bien entendu, ce sont les premiers touchés par ces problématiques-là, mais ça, Jean Didier vous dira d'ailleurs, je ne pense pas l'inverse. Il n'y a pas que ces publics-là qui sont touchés par ces problèmes d'inégalité numérique. Pourquoi? Parce que les questions d'inégalité numérique sont bien plus complexes qu'une simple question de non-accès à la connexion. Pour prendre que la dimension de l'accès, on se rend compte que la dimension de l'accès, des inégalités d'accès, est une question bien plus complexe. Ce n'est pas seulement ne pas avoir accès à une connexion Internet, évidemment ça c'est la question la plus fondamentale, mais c'est aussi la question de la qualité de cet accès. Quand on est dans les zones grises et que les connexions sont mauvaises, eh bien essayer de faire des démarches administratives un peu plus complexes ou pour parler des devoirs ou pour parler des problématiques de l'école, aussi de faire des travaux pour l'école un peu plus longs et complexes quand on a des difficultés de cet ordre-là. Il y a aussi la question du support matériel par lequel on accède au numérique, donc à Internet. On ne fait pas la même chose au travers un smartphone qu'au travers un ordinateur quand on doit faire des démarches un peu plus complexes. Donc il y a toutes ces questions d'inégalité d'accès, elles sont complexes et donc ça touche monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, en Belgique, on vient de faire un baromètre de l'inclusion numérique. Je pense que les chiffres sont fort similaires en France. Et on se rend compte, moi j'ai été chercher des chiffres, on considère que 4 personnes sur 10, et ça c'est quasiment la moitié des Belges, 4 personnes sur 10 sont en difficulté avec le numérique, soit parce qu'ils n'ont pas du tout accès. Là, on est vraiment dans l'image stéréotypée de l'exclusion numérique pure et dure. Ça, il y a une personne sur 10 dans ce cas-là, mais aussi, il y a 32% des personnes, donc plus de 3 personnes, un tiers des personnes qui disent avoir de faibles compétences et ne pas se débrouiller. Donc, quand on additionne ces deux pourcentages, ça fait 4 personnes sur 10 qui sont en vulnérabilité numérique, qui sont face à une forme de vulnérabilité numérique. Donc, ça, c'est un enjeu fondamental aussi, que ça ne touche pas que les publics précarisés. Et donc, un troisième enjeu peut-être sur lequel Jean Didier va rebondir, c'est effectivement pouvoir accompagner toutes ces personnes vers l'autonomie numérique, donc la capacité à pouvoir se servir de ces outils de manière autonome. Et ça pose de nombreuses questions, peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà en tout cas pour une première réponse. Merci beaucoup Perrine. Donc je vous confirme que j'ai tenté de changer ma carte grise et j'ai cru que j'allais jamais y arriver parce que quand c'est simple, la situation est très simple, on gère. Par contre j'ai une particularité, j'ai un nom marital et un nom de jeune fille et donc là quand vous changez de nom, mais ça a duré 1 an. Donc je vous suis complètement en disant mais je ne vais pas y arriver, il n'y a personne pour me recevoir et je me suis dit mais comment font les gens ? Il doit y avoir vraiment des gens qui sont en panique, quoi. Alors Jean Didier, bah oui, on a envie de vous écouter, hein. Moi je suis allée voir ce que vous avez fait, voilà, Emmaüs Connect, We Take Care, et on a vraiment envie d'en savoir plus. Alors peut-être avant de rentrer dans ce que fait plus directement Emmaüs Connect et We Take Care, moi je pense qu'il y a un enjeu politique majeur dans la gouvernance quelque part de cette inclusion numérique. Voilà, on ne peut pas décoordonner la réalité du déploiement d'un plan très haut débit, d'obligations numériques, alors que
quelques millions de Français sont pas connectés du tout ou mal connectés, n'ont pas les moyens de s'équiper, voilà, du plan de déploiement de services publics dématérialisés et effectivement aussi du coup d'arriver à jauger qu'est-ce qu'on peut mettre dans le canal numérique et comment aussi on s'assure d'assurer un soutien, d'ailleurs, qui peut être ponctuel sur l'acquisition de compétences ou un peu plus long sur les compétences numériques de base, mais aussi pour des gens, je pense à des publics très seniors, à des gens en situation de handicap lourd ou à des publics très désocialisés dont on sait qu'ils n'auront jamais cette capacité numérique. Et là, donc, il faut consolider une assistance durable pour ces personnes. Donc moi, je pense qu'il y a un enjeu dans cette crise qui s'accumule un certain nombre de crises, voilà, d'incarnation politique et puis de liens entre différents programmes à bâtir pour pas qu'il y ait un rejet. Et nous, notre mission, elle peut paraître très simple, c'est faire que le numérique soit une opportunité pour tous. En fait, le sujet, c'est un peu triste qu'on soit obligé de parler d'exclusion numérique. Voilà, dans un monde où on aurait une gestion, alors ce qui est très difficile, hein, évidemment, on peut faire beaucoup de litanies en disant il n'y a qu'à. Tout ça est évidemment extrêmement complexe, mais quelque part, le numérique devrait être une opportunité pour tous, voilà, pour avoir une vie facilitée, des capacités augmentées. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Donc pendant le Covid, on a vécu une crise et une urgence. Et alors chez MaceConnect, voilà, l'ADN originel, c'était effectivement l'équipement, la connexion et un sens premier d'usage. Et quelque chose qui avait été un peu mis sous le tapis. Voilà, je pense qu'on avait un peu oublié que les quelques dizaines d'euros qu'il faut pour avoir une connexion à la maison, c'est absolument problématique ou impossible pour un certain nombre de personnes. Et donc, il y a une urgence pour équiper des Français, alors dans des mécanismes de solidarité. Alors la solidarité, c'est génial, ça crée du lien, mais est-ce que la solidarité suffit? Mais on a vu notamment, je prends l'exemple du monde scolaire, où quelque part, il a fallu créer des connexions ou s'assurer que chaque étudiant, chaque enfant scolarisé ait une connexion pour maintenir le lien avec l'école. Et évidemment, ce n'était pas le cas. Donc, voilà, on peut se féliciter d'incroyables collaborations qu'il y a pu y avoir entre des entreprises, des acteurs sociaux et des collectivités territoriales. Voilà, ça c'est le verre à moitié plein. On peut se dire, mais bon sang, est-ce que c'est un sujet qu'on n'aurait pas pu anticiper, gérer? De combien parle-t-on? Voilà, il y a déjà des chiffres qui ont été posés sur la table. Dans le fond, moi, je ne vois pas de fatalité. Voilà. Ensuite, côté WeTaker, où on développe des plateformes pédagogiques et puis on accompagne des collectivités, des opérateurs et des associations de terrain. Voilà, on a créé dans l'urgence des contenus pédagogiques pour faciliter l'accès à de nouveaux services. Et moi, je pense notamment à la télémédecine. Voilà, donc on a travaillé avec des opérateurs de télémédecine pour s'assurer que les gens puissent garder un lien, voilà, avec un certain nombre de nouveaux services qui ont explosé pendant cette période de Covid. Ensuite, on a beaucoup travaillé avec les acteurs sociaux pour les aider à travailler à distance. Et ce qu'on a vu, et ça, il y a aussi parfois dans les temps de crise des belles histoires, et on a vu un changement d'incarnation du digital dans le monde social, qui est probablement une opportunité. On a fait une étude, et il y a des testimoniaux intéressants. Je crois que c'est la déléguée générale des Petits Frères des Pauvres qui disait on a gagné 2 ans, quelque part, dans notre capacité à nous engager sur le digital, parce que au lieu d'être quelque part quelque chose qui vient percuter une culture de face à face, voilà, qui quelque part a un lien troublant avec quelque chose qui est essentiel dans le social, qui est l'empathie, d'un coup, il y a une incarnation positive du numérique qui a permis de garder le lien. Et donc, on a vu des initiatives incroyables, ne serait-ce que pour sauver la mise d'un certain nombre de publics qui ont besoin d'être soutenus au quotidien, mais aussi on a vu des initiatives incroyables. Donc, je pense à des choses assez improbables, des formations pour des seniors, voilà, pour qu'ils apprennent à accéder à un certain nombre d'outils de loisirs et sortir de leur isolement. Et puis évidemment aussi utiliser la visio ou d'autres services pour pouvoir garder le lien. Voilà, donc ce Covid a aussi été l'occasion de travailler sur le distant et ça a donné un élan extrêmement important voilà, dans les liens qu'on peut avoir dans le monde social. Et si on devait avoir un message positif, voilà, je crois qu'il y a une dynamique qui s'est créée
voilà. Alors après, se pose la question aussi de l'équipement de ces structures sociales ou associatives et aussi de leur niveau de formation. Voilà. Derrière cette transition numérique se cachent des investissements en formation, en équipement, en infrastructure, et qui sont aujourd'hui positionnés dans le plan de relance, mais qui font cruellement défaut aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois qu'il devrait y avoir le quiz qui va s'afficher, me semble-t-il. Alors à cet instant, je me permets juste une toute petite annonce. J'allais dire bassement technique, mais à vous écouter, elle est hautement technique, puisqu'il s'agit d'inclure le plus de participants possible à ce quiz. Donc je vous rappelle que pour participer au quiz sur WooClap, il faut taper le code RIGPJ4 pour 4e jour, RIGPJ4. On vous laisse une petite dizaine de secondes pour entrer le code et vous connecter. Et ensuite, vous pourrez donc être inclus égalitairement à la participation à ce quiz. Très bien. Alors, on va passer à d'autres questions. On va lire les questions. Alors, quelle est la part des services dans le PIB ? 24,3%, 39%, 78,8% ou 80%? Première question. La réponse est 78,8%. Quel pourcentage de la population française utilise Internet selon le baromètre du numérique 2019? 60%, 75%, 88% ou 91%? La réponse est 88%. Comment s'appelle la première radio française créée en 1921? Radio Tour Eiffel, Radio France, France Inter ou Radio Paris? La réponse est Radio Tour Eiffel. Qui a dit « L'administration est un lieu où les gens qui arrivent en retard croisent dans l'escalier ceux qui partent en avance ». L'humoriste Pierre Desproges, le metteur en scène Sacha Guitry, l'homme politique Georges Clemenceau ou le sociologue Pierre Bourdieu? La réponse est l'homme politique Georges Clemenceau. Le droit à l'erreur des usagers vis-à-vis de l'administration signifie qu'en cas d'erreur et répétition, l'administration me contactera pour m'expliquer comment ça fonctionne, que si j'oublie d'envoyer mes déclarations, l'administration préjugera, que si je suis de bonne foi et fais une déclaration erronée, l'administration ne me sanctionnera pas, ou que l'administration a le devoir de traiter mon dossier une seconde fois en cas d'erreur. La réponse est la 3, que si je suis de bonne foi et fais une déclaration erronée, l'administration ne me sanctionnera pas. Quand date le premier timbre-poste français, le CRS? 1849, 1789, 1900 ou 1922?
La réponse est 1849. En 2019, selon l'INSEE, à quel niveau s'établit le taux de prélèvement obligatoire ? La réponse est entre 43,1 et 45,1 de prélèvement obligatoire. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les participants pour ce petit quiz. On va continuer, reprendre la table ronde sur les problématiques d'égalité d'accès aux services publics. Alors on l'a vu, c'est compliqué. La crise sanitaire a accéléré une forme de digitalisation et a fait proposer d'autres choses. On a dû créer d'autres choses. C'est vrai dans le public, c'est vrai dans le privé. Alors on a envie de se poser la question face à ces personnes fragiles, qui se sentent fragiles, qui n'ont pas envie d'y aller ou qui n'y arrivent pas. Quelles sont les solutions aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit de simplifier les sites, de faciliter les procédures, de faciliter les échanges de données entre administrations, de former les populations, notamment les plus fragiles? Alors d'abord, première question, est-ce que la solution, c'est de simplifier et de faciliter l'accès aux services publics? J'ai envie d'interroger Yannick Giraud, surtout que tout à l'heure, on a échangé sur des innovations que je ne connaissais pas, notamment sur le fait que on peut prendre en main votre ordinateur et vous guider. Donc ça, c'est un point de contact que je trouve extrêmement intéressant, que je ne connaissais pas dans l'administration publique. Je crois, et c'était dit tout à l'heure du côté de France Connect, il n'y a pas dans l'expérience utilisateur de choses qui, du côté des administrations publiques, doivent être impossibles. Donc, il faut se mettre à l'écoute des meilleurs usages en termes d'identification et de facilitation. Le programme France Connect Identité de ce côté-là, enfin, quand on voit qu'aujourd'hui, 17 millions d'usagers peuvent naviguer d'un site à un autre, y compris sur des sites qui sont des sites portés par des institutions privées, c'est intéressant. Je pense également qu'il faut capter le meilleur et effectivement, vous le citiez à l'instant, pouvoir guider l'usager dans un service en ligne. C'est très important parce que je crois que ça remet en cause cette expression de l'écran froid. Je pense qu'il faut habiter l'écran. Il faut remettre de l'humain dans le parcours du digital. Et ce n'est pas parce qu'on a un service qui est digital qu'il est forcément inhumain. Il doit être fait avec l'humain. Alors, ça suppose qu'on soit présent dans toutes ces données-là. C'est-à-dire il faut travailler les sites avec les usagers, évidemment faire confiance aux équipes techniques, mais ce ne sont pas elles qui doivent driver le sujet. Ça doit être l'utilisateur, ça doit être l'usager. Ce qui veut dire qu'à l'administration doit revenir également une préoccupation qui peut-être doit être davantage portée aujourd'hui, qui est la révision, la réinitialisation des processus. Sans doute a-t-on considéré de ces dernières années que digital veut dire on passe d'une procédure papier à une procédure en ligne. Mais ça peut être une formidable occasion de remettre en cause cette procédure elle-même. Donc cette phase de simplification, de réingénierie de process est absolument déterminante. Sauf de quoi, on a beau additionner les outils digitaux, ils resteront complexes. Et je pense dans le même temps qu'il faut aller chercher des solutions. Alors vous citiez la capacité d'accompagnement de l'usager en ligne. Oui, depuis quelques années, on y a été progressivement du côté de quelques rubriques de la déclaration fiscale des revenus en ligne, qui est tout de même un produit navire amiral. Si je regarde la dernière campagne, en dépit de la crise que nous avons connue, ce sont plus de 32 millions d'usagers qui ont été sur leur site, qui ont ouvert leur compte et qui ont fait ces procédures. Nous leur devons le meilleur, et pas simplement de leur dire « bon, c'est globalement facile, vous allez vous y retrouver », mais tout un chacun a le droit de se poser des questions, a le droit d'avoir un appui. Alors peut-être un appui sous une forme digitale, et nous ne l'avons pas encore, sous des formes de chatbot, où nous y réfléchissons, mais aussi de pouvoir faire appel à un ami, en quelque sorte. Alors je ne sais pas si l'agent des finances publiques est un ami, mais au moins il est là dans sa mission de service public pour donner appui, pour faciliter
et y compris dans des solutions de chat en ligne. Nous avons d'ailleurs des collègues aujourd'hui qui, sur des plateformes de contact, répondent automatiquement dans des formules de chat, donc une solution très, très moderne tout de même par rapport à une fonction courriel traditionnelle, et dans le même temps d'avoir des solutions d'accompagnement, de capacité de co-browsing, capacité de pouvoir dire à l'usager, ben écoutez, là, ce n'est pas totalement ça, on va guider. Sur des parcours, c'est très inspirant de nos évolutions. Il y en est une à venir à compter de l'année prochaine et d'ici 2022 a fortiori. C'est la dématérialisation des parcours sur l'ensemble de l'enregistrement. Aujourd'hui, nous avons des actes classiques entre les particuliers. Il peut s'agir de dons, il peut s'agir au niveau des entreprises de cession de droits sociaux, il peut s'agir évidemment au niveau des particuliers des déclarations de succession. Aujourd'hui, on est dans un environnement 100% papier. À l'objectif de 2022, nous serons sur des procédures qui seront dématérialisées, qui seront des procédures en ligne. Qui peut dire aujourd'hui que la procédure de donation entre particuliers est simple ? Lorsqu'on y regarde, c'est une législation extrêmement complexe, très juridique, très appuyée par le législateur, faite d'un empilement au fur et à mesure des années. Alors si on attend que tout ceci se simplifie, je crois qu'on va encore attendre quelques années. Donc plutôt travaillons avec les usagers en expérience utilisateur du point de départ et portons ce nouveau service en ligne avec des solutions qui permettent éventuellement à l'usager de dire bah, écoutez, là je sèche, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Et je pense que là, il y a un point de réflexion effectivement d'avenir, d'évolution de la qualité du service en ligne pour les administrations publiques. Merci beaucoup. Donc remettre de l'humain dans le digital, hein, effectivement, c'est une grande tendance de fond. Après, on peut se poser la question de mettre du digital dans l'interaction humaine. Hein. Aujourd'hui, on fait ce sur lequel on travaille avec un doctorant, de la vente en côte à côte, c'est-à-dire que vous allez venir me voir et puis je vais tourner l'écran et on va naviguer ensemble sur Internet. Hein, et on voit que ça crée de nouvelles formes de complicité, de connivence. C'est assez intéressant, c'est le tout début, mais on voit que ça crée autre chose. Mais il ne faut jamais aller sur l'ordinateur avant d'avoir fait connaissance avec la personne. Et on se rend compte qu'un parcours partagé online ne peut se faire que si avant il y a eu un parcours ensemble dans le monde réel, pour plein de raisons, et je peux en parler des heures, donc je vais m'arrêter là. Donc Jean Dédier, justement, qu'est-ce que vous dites de la simplification et de la facilitation d'accès aux services publics ? Est-ce que c'est la solution et comment faire ? Non, mais je ne sais pas si la technologie est la solution, mais je reprendrai volontiers le propos qui dit que c'est l'occasion de revisiter et d'améliorer le service public. Voilà, je crois que dans le monde social, voilà, on est totalement au service de ses bénéficiaires. Dans le monde marchand, voilà, je crois que les 20 dernières années ont été consacrées à la reconstruction et à la solidification de la relation client. On peut espérer que la dématérialisation des services publics contribue effectivement à servir le citoyen qui, après tout, est un client très, très, très privilégié, et pour ne pas dire obligé, on va dire pour tous les services publics français. Donc, ensuite, on l'a dit, il y a un certain nombre de précautions. Voilà, vous citiez un certain nombre de postures qu'il faut savoir adopter, ne serait-ce que quand on est en face de quelqu'un et qu'on utilise un outil digital. Voilà, il y a des mécanismes de formation, de transformation des métiers. On est sur une transition qui est très lourde et moi, je souhaiterais juste mettre en évidence les points de vigilance que l'on a pour ne pas perdre une grande partie de cette population qui va moins vite dans l'acquisition des compétences digitales que l'on considère acquises par la majorité. Et moi, je suis très méfiant de la logique des chiffres. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, et c'est vrai, c'est une vraie réussite de se dire qu'il y a X millions de Français qui ont suivi le parcours, mais je crois qu'il faut plutôt prendre le chiffre à l'envers, c'est de se dire, attention, il y a X millions qui ne l'ont pas fait, et d'ailleurs les analyses démontrent que sans investissement, en fait, il n'y a pas de mécanisme automatique. En fait, on pouvait espérer que le temps allait résoudre les problèmes. En fait, on sait maintenant, le temps ne va pas résoudre les problèmes. C'est l'investissement dans l'accompagnement des personnes qui va conduire l'autonomie. Voilà. Et donc, soyons vigilants dans nos présentations de se dire, voilà, il y a X personnes ou X millions de personnes qui n'y sont pas encore. Comment est-ce que j'y arrive ? Et surtout, de ne pas imaginer que c'est le temps
qui va faire que demain, on aura tous des usages au top. C'est pas vrai. Voilà, il y a une partie des publics, et c'est assez compréhensible, pour lequel il faut faire des petits, des moyens, et d'autres des très gros efforts pour ne pas les perdre. Et je crois que c'est un enjeu majeur dans notre société aujourd'hui qui est quand même très secoué. Voilà. Alors justement, je rebondis pour ne pas les perdre. Alors aujourd'hui, sur des sites marchands, on sait que si on reste trop longtemps sur un site et que visiblement, même à la SNCF, on reste trop longtemps, quelqu'un va arriver, il va y avoir un pop-up en disant « Avez-vous besoin d'aide ?» Alors je ne sais pas si c'est des choses qui fonctionnent déjà chez vous ou pas. Non, on n'a pas encore ce genre de traceur qui permet effectivement de voir apparaître dans l'écran à droite, avez-vous besoin d'un conseil? Mais c'est quelque chose auquel nous réfléchissons, c'est intéressant. Ça prouve également, c'était dit tout à l'heure, qu'il faut que nous personnalisions le service. On a tendance à avoir un service générique pour des millions d'usagers, mais ils ne sont pas tous les mêmes. Et peut-être y a-t-il des moments, il y a des phases au titre desquelles on peut se dire là, parce que la législation est encore complexe, quelle que soit la manière de laquelle vous la présenterez, elle demeure complexe, et dans la diversité des situations sociales, peut-être là, il y a intérêt à pousser du service, à donner du renseignement supplémentaire. Donc c'est une voie d'avenir pour nous. Alors l'autre solution, Perrine Brodcord, c'est de fluidifier, d'accompagner. Alors quels acteurs pour accompagner les usagers vers le numérique ? Oui, c'est un enjeu complexe. Déjà j'ai envie de souligner une question, enfin une réflexion importante. On pose la question de quels acteurs pour accompagner les usagers. Effectivement, c'est fondamental d'accompagner les usagers, mais il ne faudrait pas oublier aussi, et donc là, je voulais dire 2-3 mots sur ce qui avait été dit auparavant. Effectivement, la responsabilité, on a tendance à responsabiliser fortement les usagers. Vous en parliez aussi tout à l'heure en début de séance, de dire c'est à l'usager de travailler, de se former, de suivre la tendance. Et donc, je vais répondre à votre question, mais avant, je voulais insister aussi sur l'importance de responsabiliser les administrations sur la qualité des services numériques à offrir et la facilité d'usage. Je me réjouis d'entendre, quand j'entends M. Giraud notamment, qui explique que le numérique ou le digital est complémentaire et que la médiation humaine et que l'humain doit être au centre du digital. Je me réjouis. C'est vrai qu'en Belgique, on a fait des enquêtes dans des organismes d'intérêt général, enfin des organismes publics au sens large du terme. On s'est rendu compte que la réflexion n'était pas si poussée sur la complémentarité de l'humain et du digital, et qu'il y avait quand même fortement une tendance à remplacer le digital et de laisser un peu tomber les médiations humaines. Bon, voilà. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens, de dire qu'il faut quand même rappeler cette médiation humaine au centre du numérique. Maintenant, pour répondre à la question de la médiation, de l'accompagnement, alors l'accompagnement à l'autonomie numérique, c'est une question effectivement complexe. Pourquoi d'ailleurs il y a tant de gens, comme je le disais tout à l'heure, qui ont des difficultés à être en autonomie numérique? C'est parce que justement l'autonomie numérique ne s'acquiert pas une fois pour toutes. Je pense à un acteur de terrain qui me disait la fracture numérique ne va pas disparaître, elle continuera, ou les fractures numériques, elles continueront tant qu'il y aura des innovations numériques. Parce qu'il y a bien une spécificité de ce qu'on appelle ces compétences numériques, c'est qu'elles sont sans cesse à réactualiser. Et on vit, nous, tout ça au quotidien. Quand on a une nouvelle version d'un logiciel, d'une application, eh bien, on a l'impression que ce qu'on a appris, eh bien, c'est un peu vétuste et on doit de nouveau réapprendre. Donc, il y a une spécificité à ces compétences numériques qui mènent vers l'autonomie numérique. C'est cette obligation de tout le temps se former continuellement, et c'est ce qui les distingue très fortement des compétences de base en lecture et en écriture. Certes, évidemment, l'exercice en lecture fait qu'on lit de mieux en mieux, mais l'alphabet ne change pas toutes les années ou tous les 5 ans. Donc, c'est une difficulté d'accompagner les personnes dans l'autonomie numérique, parce que si on leur apprend jusque des compétences de type instrumental, à savoir utiliser un logiciel en particulier ou une application particulière, dès qu'il y a un changement dans ce logiciel ou dans cette application, eh bien, elle se
retrouve, et moi ça m'arrive aussi régulièrement, on se retrouve perdu. Donc accompagner l'autonomie, on parle toujours d'autonomie numérique, mais l'autonomie numérique, c'est finalement ne pas être complètement dépendant de ces technologies et de savoir peut-être aussi pouvoir s'en passer ou dépasser les difficultés. Et donc ça implique d'avoir des compétences d'apprentissage, apprendre à apprendre. Dominique Boulier, qui est un sociologue que j'aime beaucoup, dit finalement c'est la capacité à gérer l'incertitude dans notre économie, dans notre société aujourd'hui, qui est une compétence de base puisqu'on est toujours face à des changements. Et ça, ce ne sont pas des compétences de type presse-bouton. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à acquérir. Et ça, c'est via des accompagnements au long cours. Et effectivement, les services publics, dans ce sens-là, parce qu'on parle de services publics aujourd'hui, ont tout intérêt à s'associer aux acteurs de la médiation numérique, qui sont des professionnels de l'accompagnement numérique, comme aussi aux acteurs de l'action sociale. Moi, j'interviens beaucoup dans le secteur de l'action sociale. Et souvent, je vois que les acteurs de l'action sociale, dans leur coin, veulent réinventer la médiation numérique. Et je leur dis, mais ce n'est pas votre métier, associez-vous, faites une logique partenariale avec les acteurs de la médiation numérique qui manquent encore en Belgique. Je pense que c'est mieux en France, de lisibilité, de visibilité. Et donc, par rapport au service public, je pense qu'un enjeu, effectivement, est que le service public s'associe sur un territoire, dans une localité, aux acteurs de la médiation numérique et qu'ils réfléchissent comme ça à un partenariat pour pouvoir accompagner sur du long cours les populations et parfois monsieur, madame, tout le monde aussi qui ont des difficultés avec le numérique. Voilà pour une réponse générique en tout cas. Merci beaucoup. Jean Dédier, donc comment accompagner les usagers vers le numérique ? Vaste sujet, parce que ça a été dit, on a tendance à dire, voilà, il y a des gens qu'il faut aider, qui sont très très nombreux sur du coup de pouce, et du coup là c'est une responsabilité. Moi je trouve qu'il incarne beaucoup finalement aux opérateurs qui dématérialisent, parce qu'ils sont les plus à même finalement d'amener un peu plus de confiance, voilà, dans leur transition digitale à des clients. Et comme le coup de pouce est assez rapide, il y a quelque part un retour sur investissement qui est assez évident. Voilà. Il y a ensuite ce qui a été évoqué par Perrine Broadcamp, qui est accompagner des gens sur des compétences numériques de base. C'est un enjeu extrêmement important et que je trouve qui est l'équation pour moi la plus complexe, dans le sens où on s'adresse quand même à des gens qui sont pas des, je trouve pas les gars en français, mais un peu des early adopters, c'est-à-dire des gens qui vont par eux-mêmes décider de suivre des parcours. Et moi, je trouve qu'il y a du coup une espèce de double culture sociale et numérique qui est assez clé si on veut réussir. C'est-à-dire que le monde de la formation se singularise parce que les gens vont vers le monde du social, se singularise parce qu'on va chercher les gens. Et moi, j'ai l'impression que si on veut réussir massivement à former des gens sur les compétences numériques de base, voilà, il faut avoir une démarche extrêmement sociale, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher les gens, travailler leur motivation, voilà, déterminer les usages sur lesquels on va pouvoir les faire travailler. Et puis après, c'est aussi arriver à mettre ces parcours d'accompagnement dans des cadres de vie qui peuvent être un peu chaotiques. C'est-à-dire que, imaginez que c'est simple, et nous on le vit au quotidien, de proposer 30 ou 40 heures de formation ou 50 heures de formation à des gens qui ont des petits boulots, qui ont une vie compliquée. Ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, se pose aussi la question de la flexibilité, du suivi des compétences. Voilà. Donc, cet enjeu de l'acquisition des compétences numériques de base est un enjeu extrêmement complexe qui nécessite beaucoup de partenariats, mais dans lequel moi, je pense, et dans le fond, si on est dans le détail de la discussion avec Perrine, je suis sûr qu'on serait d'accord, mais les acteurs sociaux, en tout cas la culture sociale, est absolument primordiale. Voilà. Et puis, il y a ce troisième enjeu qui est d'accompagner durablement des millions de Français qui n'auront jamais cette autonomie et sur lequel se pose une question d'accompagnement qui est très répartie. Il y a évidemment les acteurs sociaux institutionnels qui peuvent jouer un rôle, mais ce n'est pas complètement évident pour eux parce que ça vient s'ajouter à une compétence et peut-être parfois des moyens d'infrastructure, d'équipement qu'ils n'ont pas toujours, mais aussi avec des personnes âgées qui sont chez eux dans des lieux médicalisés. Donc, tiens, comment on opère ça qui sont dans des EHPAD, tiens, quelle nouvelle responsabilité, comment
traite. Et puis, on est très vite aussi sur l'enjeu d'accompagnement ou d'assistance qui incombe à la famille et aux proches et qu'on connaît tous. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on aide, on va dire, ces réseaux d'hyper-proximité, très informels, aussi à soutenir cette transformation qui est un peu inexorable, mais que je vis moi d'ailleurs au quotidien, pas au quotidien, si mes parents écoutent, ils ne seraient pas contents, mais que je vis quand même assez régulièrement, voilà, pour les aider à garder le lien avec les quelques services qui changent leur vie. Voilà. Donc, une grande diversité, et on voit, et ça c'est peut-être aussi une opportunité pour nos sociétés, et du coup un maillage et des liens, voilà, à construire à l'échelle territoriale. Je me souviens que les premières missions d'accompagnement qu'on faisait par les collectivités, pour bâtir des stratégies d'inclusion numérique locale, me marquaient par le peu de liens qui existaient finalement entre des grands opérateurs sociaux, des réseaux associatifs, des collectivités territoriales à plusieurs échelons. Voilà, je crois que l'inclusion numérique a généré des liens, des collaborations qui sont extrêmement intéressantes et aussi qui cassent un peu ce lien qui est aussi probablement une opportunité entre le citoyen et ces acteurs de proximité, voilà, qui ouvrent leurs portes. Et moi, j'ai vu ça dans le Covid. J'étais très heureux de voir voilà, comment le citoyen avait porte ouverte. Quelque part, il y avait des relations opérationnelles, et pas une rupture entre un professionnel et un citoyen. Merci beaucoup. Donc, diversité des accompagnements. Monsieur Yannick Giraud, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose sur cet accompagnement? Moi, je suis très à l'aise de ce qui est dit là et ça nous rejoint. On a déjà d'ailleurs quelques directions territoriales qui ont passé des conventions avec Emmaüs Connect pour avoir cet accompagnement social. J'y crois beaucoup. On a la chance, notamment en France, d'avoir un maillage social constitué de millions d'associations, donc qui constituent autant de petits centres d'intérêt ou des grands centres d'intérêt où se retrouvent les gens. Et lorsqu'on voit que souvent ces associations peuvent bénéficier, et c'est une chance, de subventions de collectivités publiques, est-ce qu'on ne pourrait pas associer le principe de cette subvention au fait, mais est-ce que vous pensez à l'inclusion numérique de vos membres, de vos adhérents, de ceux pour lesquels vous travaillez ensemble? Je pense qu'il faut que nous acceptions, et ça rejoint tout à fait ce qui était dit précédemment, nous devenons par le numérique une société d'apprenants constamment. Je pense qu'on ne peut pas dire, ça y est, je suis arrivé au nirvana de la technique, de la connaissance. Ce n'est pas vrai. Mais ça vaut pour nos usagers, pour nos publics, mais ça vaut pour nos agents. Quand on voit la masse d'évolution qu'on leur demande, c'est considérable. Et à peine ont-ils terminé qu'on leur dit « Ah non, c'est encore autre chose ». Et la crise sanitaire l'a prouvé. Oui, ils connaissaient bien le service en ligne, manque de peau, il n'y a pas que ça. Ah, il va falloir travailler en audio. Ah, il va falloir maintenant s'organiser en visio. Ce sont des apprentissages permanents. Donc, il faut que nous réfléchissions, et pas simplement les administrations publiques pour elles-mêmes ou entre elles, mais avec le monde socio-économique qui nous environne, de tous ceux vis-à-vis desquels on a du lien social à reconstituer, parce que je pense qu'il n'y a pas de service public sans lien social. Donc, il faut y réfléchir fondamentalement, et ce ne sont pas les événements sociaux ou sanitaires qui doivent nous y conduire, c'est parce que nous sommes attachés aux valeurs qui sont les nôtres du service public qu'on doit y travailler ensemble. Merci beaucoup. Effectivement, nous, dans le privé, on appelle ça la symétrie des attentions. Après s'être intéressé aux clients et à l'expérience client, on se dit il va falloir s'intéresser aux collaborateurs, parce qu'on n'a jamais vu un collaborateur malheureux rendre un client heureux. Et là, je crois que c'est pareil. Hein, on parle de vendeurs augmentés. Moi, je parle d'épines dans le pied quand on leur met des outils dans les mains, parce que c'est la galère. Donc, c'est un autre sujet, on pourra en reparler. Je crois qu'on va passer maintenant à WooClap. Donc, vous pouvez poser des questions en direct aux différentes personnes de la table ronde. Donc, n'hésitez pas. Alors, première question, est-ce que la digitalisation ne devrait-elle pas devenir un service public à part entière ? Je pense que cette question est pour vous. Oh, c'est toute une préoccupation. Alors, on a déjà l'agence et depuis de nombreuses années en France d'avoir une direction interministérielle en charge du numérique, actuellement la DINSIC. Avant, nous avions la DISIC, DINSIC et la DINUM aujourd'hui, la direction interministérielle du numérique. Nous avons la chance d'avoir la direction interministérielle de la transformation publique. Donc, le jeu des acteurs est clairement posé au niveau des acteurs publics. Ce qu'il faut maintenant, c'est déjà en cours par tout un tas d'initiatives, et je suis très heureux de voir comment les administrations s'engagent vers le dites-le-nous une fois, c'est de travailler ensemble.
Il ne sert à rien qu'une administration soit en avance si c'est pour elle-même. Elle doit le partager avec les autres parce que l'usager est en interaction avec une multiplicité d'acteurs. Donc comment réfléchir à partager nos données? Comment les mettre à disposition? Comment éviter que l'usager, il est confortable vis-à-vis d'une administration dans ses services en ligne, puis ensuite il va devenir inconfortable parce qu'on est resté sur un processus très traditionnel et il doit redire une nouvelle fois les choses. Donc oui, la transformation numérique est une composante aujourd'hui intime du service public. Et donc, des organisations sont là pour rythmer, pour donner des orientations, et à chaque ministère, à chaque direction, de prendre sa part du chemin, mais le chemin est commun. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, pour réduire les inégalités numériques, le premier pas ne serait-il pas de rendre Internet gratuit? Alors, Perrine ou Jean, peut-être? Enfin, oui, excusez-moi, je me permets de prendre la parole. Évidemment, oui, ça doit être effectivement un service, en tout cas qui est reconnu comme universel, ou en tout cas où on imagine des tarifs sociaux pour les personnes qui sont précarisées. Ça me semble évident parce que maintenant, à partir du moment où c'est un prérequis pour pouvoir accéder aux services essentiels, si on ne prend pas cette mesure, de facto, on crée des inégalités, même au niveau financier. Donc, ma réponse est oui. Et ça fait longtemps en Belgique qu'on plaide pour que ce soit le cas, mais c'est compliqué à imposer. Parce que ça reste des opérateurs privés qui gèrent cela. Très bien. Merci beaucoup pour ces échanges extrêmement intéressants. C'est fut vraiment très très riche. Alors moi j'aime bien dire que l'on va, et j'imagine que l'on va vers ce que j'appelle le post-digital, mais peut-être est-ce une utopie. Le post-digital, c'est se dire depuis 20 ans, le digital exerce sur nous fascination et crainte. Comme l'électricité, il y a une centaine d'années, exerçait sur nous fascination et crainte. Et pourtant, aujourd'hui, l'électricité est partout, on n'y pense même plus. Quand vous faites cuire une tartine dans vous utilisez un instrument électrique, vous ne dites pas, tiens, je vais utiliser l'électricité pour faire ma tartine. Donc, on voit bien que demain, peut-être le digital sera partout, invisible et accessible à tous de manière facile. C'est un rêve, en tout cas, pour que toutes les populations fragiles puissent effectivement utiliser le digital comme on utilise l'électricité. L'avenir dira vers quoi on va. En tout cas, un grand merci pour votre présence virtuelle ou réelle ici. Et je vous souhaite bon vent et plein de projets pour aider les gens fragiles sur leur parcours. Merci à vous.